Alors, rebonjour à toutes et tous. Nous revoici après l'intermède des ateliers. Donc, pour information, tous les ateliers seront disponibles. Voilà, les différents PowerPoints, les retours d'expérience qui ont été présentés sur une page web dédiée dont je parlais tout à l'heure, avec également les supports vidéo de ce matin, les enregistrements, pour que vous puissiez, voilà, avoir toutes les informations, de disponibles. Et pour clôturer cette journée, nous avons la chance, voilà, d'avoir, la présence et la elle a été disponible toute la journée, elle a suivi tous les échanges de ce matin, donc Suzanne Kovacs, professeur des universités, membre du laboratoire donc ELICO, équipe de recherche de Lyon en sciences de l'information et de la communication. Et donc, nous allons lui laisser la parole pour synthétiser cette journée, autant que faire se peut, hein, parce que voilà, il y a des éléments dont elle n'a pas eu connaissance, etc. Donc, c'est aussi l'occasion d'échanger en cette fin de journée. Et donc, voilà, c'est cette synthèse, les échanges se dérouleront environ jusqu'à 16h30. Donc, je vous laisse la parole, Suzanne. Installez-vous. C'est le moins. OK. Ben, merci beaucoup, beaucoup, Nelly. Merci à vous tous et merci pour l'invitation. Je suis très honorée, voilà, pour l'occasion, surtout d'avoir écouté les présentations et d'être parmi vous aujourd'hui. D'autant plus que les travaux que je mène au sein des bibliothèques, de différents types de bibliothèques d'ailleurs, les travaux de recherche et d'enquête, sont de nature beaucoup plus ethnographique que quantitative. Et donc, ça permet les résultats d'aujourd'hui ont permis de renforcer les choses que nous avons observées à partir des échantillons très petits. On est souvent très inquiet et on se sent, voilà, à partir d'un petit échantillon, on peut aller très loin dans les expériences des étudiants. Mais voilà, on a besoin de confirmer les tendances qu'on observe par rapport aux statistiques. Donc, les modalités sont complémentaires et c'est important de pouvoir croiser le regard par rapport aux tendances qu'on peut observer, on peut compter. Voilà, donc les débats sont vifs parmi les chercheurs pour décider quelle méthodologie est plus appropriée. Est-ce qu'on compte, est-ce qu'on observe? Et voilà, je prends un positionnement intermédiaire dans ce débat qui est parfois très vif et houleux, mais il me semble que c'est très complémentaire et qu'il faut connaître les tendances globalement et ensuite aller plus loin, parfois en essayant de sonder les expériences. Donc effectivement, voilà, donc juste pour situer un petit peu, j'ai mené, depuis, plus d'une dizaine d'années, des travaux au sein de bibliothèques de nature différentes avec une entrée, pour nos travaux assez récemment, une entrée par l'espace. Et une entrée par les espaces, notamment des bibliothèques récemment aménagées. Et donc nos questionnements, de recherche portent plutôt sur la manière dont les étudiants et les enseignants, dont on n'a peut-être pas beaucoup entendu, parler ce matin, donc c'est un des points, je reviendrai peut-être sur cette question-là. Comment les étudiants et les enseignants, par leurs pratiques, par les activités, par leurs expériences, par leur partage, leurs interactions, participent à la construction des lieux de savoir. Comment est-ce que, notamment au moment de réaménagement ou de construction de nouvelles ouvertures, comment est-ce que les interactions, la manière d'investir les espaces, de bouger parfois un petit peu les lignes par rapport à ce qui est prévu, permet d'inventer des lieux et de co-inventer les espaces. Et donc, j'ai été, ou je suis assez sensible à l'observation de pratiques et c'est très difficile de faire ça dans des bibliothèques où les gens sont en train de travailler très souvent. Et donc, j'ai été très intéressée donc par cette journée et notamment par les propos d'introduction, de Nelly Siardis, où elle invite notamment par rapport au texte de la FNOR, à envisager les manières d'aller au-delà,
du comté et de voir comment on peut, rendre justement complémentaires, les enquêtes, quantitatives, les approches plus qualitatives, la connaissance, voilà, des expériences des étudiants, par l'observation aussi bien que par les comptages. Voilà donc, dans une sorte de synthèse, qui n'est pas vraiment une synthèse à proprement parler, mais mes commentaires par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, je vais être plutôt sensible à ce qu'il y avait dans ces présentations qui permettent justement d'aller au-delà, peut-être des comptages ou plutôt de partir de ces tendances pour aller plus loin dans la connaissance, des pratiques et des expériences. Aujourd'hui, voilà, en bibliothèque universitaire et au-delà, au sein des campus et sur les territoires. Alors c'est vrai qu'il y a, ce qu'on a entendu surtout, un peu le fil conducteur, le résultat phare, le résultat qui a souvent été répété, et c'est important de le souligner, c'est d'une part, cette diminution des prêts d'ouvrage. On a entendu dans presque toutes les présentations. J'ai eu l'occasion d'écouter aussi la présentation d'Emmanuel Chevry-Pébal, où on a eu tellement de difficultés et donc là encore, en entendant, donc je vous invite à écouter la présentation. Elle part de là également, le fait que la fréquentation des bibliothèques universitaires en tant que lieu d'études, lieu de sociabilité, lieu qui rythme la journée des étudiants est vraiment le point essentiel et le point important, alors qu'à côté de cela, les prêts d'ouvrages, les prêts de documents sont en baisse. Donc voilà, ça c'est le point qu'on a beaucoup entendu avec des questionnements qui sont derrière. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que ces mesures nous permettent de dire et comment est-ce qu'on peut interroger voilà, ces comptages? Alors, je pense qu'il faut regarder les choses très positivement. Ça, c'est une chose que je dirais au départ. C'est la bibliothèque lieu d'études. On a peut-être un peu tendance parfois à dire, bah, c'est une grande salle d'études, les étudiants sont là pour voilà. Avoir des prises de courant et des tables, ils amènent leurs matériaux, mais je pense que on ne le dit peut-être pas assez. Emmanuel Chevry-Pébal le dit dans son intervention, la bibliothèque joue un rôle social très important, dans la vie de l'étudiant. La bibliothèque, qu'est-ce qu'elle dit? Est un instrument de travail incontournable. Ça, c'est Emmanuel Chevry-Pébal qui le dit. Et le rôle symbolique et social et le rôle d'affiliation de la bibliothèque n'est peut-être pas la question qu'on pose dans les enquêtes, mais c'est ce qui traverse, je pense, voilà, les expériences des étudiants. C'est-à-dire, ils ont peut-être du mal à le dire. On le capte des fois dans certains des entretiens, à certaines des observations avec les étudiants. J'ai eu l'occasion d'avoir des entretiens très longs avec des étudiants en décrochage, en difficulté, qui ont redoublé et qui ont signalé cette importance de la bibliothèque universitaire comme lieu d'affiliation progressive sur la durée. Et donc, je pense que c'est important, au-delà de la fréquentation à instantané, à un moment donné dans la vie d'un étudiant, de poser la question des temporalités et d'interroger justement ce rôle social, symbolique de la bibliothèque et par le fait de côtoyer ses pairs, de les observer, d'essayer de les émuler, voilà, de chercher ses marques et ses repères dans les collections, même si ce sont des collections qu'on ne va pas forcément, consulter ou, en prêter très peu. C'est un point qu'on a noté, dans nos observations et c'est quelque chose qui ressort également des commentaires. Emmanuel Chevry-Pébal parle du rôle social de la bibliothèque qui joue un rôle d'accompagnement et ça crée du lien. Hein. La bibliothèque est un lieu qui crée du lien, qui crée des sociabilités, qui crée des attachements. Alors que ce soit les étudiants entre eux, les étudiants entre eux qui créent des systèmes d'entraide. Alors, la question a été posée ce matin, est-ce que c'est le Covid qui a
un, qui remet la bibliothèque au centre de sociabilité perdu ou distendu. Nos enquêtes, au sein de Learning Centre, qui a eu lieu avant, le covid, nous a permis d'observer que ces sociabilités sont très vives, sont très structurées, sont très structurantes et que, les étudiants se débrouillent entre eux, pour, s'entraider, sur des travaux universitaires, pour, s'aider à comprendre, les ressources à utiliser, pour mettre en place des formes de tutorat informels et c'est en se promenant dans les salles de travail pour observer un petit peu le type d'activité, de prise de notes, de partage d'expériences, qu'on se rend compte à quel point il y a ce type d'entraide qui se met en place, avec entre les étudiants plus jeunes et leurs aînés. Donc ça me renvoie un petit peu à certaines des résultats qu'on a entendus sur le profil. Alors pour aller au-delà, des simples statistiques ou des comptages de fréquentation, il y a eu quand même, pas mal de pistes sur les identités, les profils, derrière en fait ces étudiants qui fréquentent, la bibliothèque universitaire. On a entendu dire que les plus jeunes, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises, c'est les plus jeunes. Alors, ce que ça veut dire, voilà, les licences, les premières années de licence, ils fréquentent. Alors donc, des questions se posent sur cette fréquentation un petit peu plus chez les plus jeunes. Pourquoi? Est-ce que parfois c'est inscrit dans l'emploi du temps? On a parfois demandé quand on allait discrètement dans les salles de travail, est-ce que vous pourriez pas nous montrer votre emploi du temps? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Et certains nous répondaient: «Bah, c'est inscrit dans notre emploi du temps, on doit passer ces 45 minutes à la bibliothèque parce que, voilà». Et donc, la question se pose, voilà, qu'est-ce qui amène ces plus jeunes? Est-ce que c'est là où il y a, une espèce de voilà, parrainage qui se met en place, qu'on a pu observer, avec les plus voilà, entre les licences première année, troisième année et master? Qu'est-ce qui se passe chez ces plus jeunes? Alors, autre petit détail qu'on a entendu ce matin dans la présentation, première présentation, c'est qu'il paraîtrait que les étudiants qui sont un petit peu plus en difficulté scolaire, fréquenteraient un petit peu donc ça, c'est un résultat qui sortait. Ceux qui avaient un petit peu plus de difficultés, étaient plus présents en bibliothèque. Hem, voilà, donc ça, c'est une question que je me suis posée. Alors, il faut aller plus loin, justement. Il faut essayer de voir, est-ce qu'ils sont là parce que ou est-ce que, c'est la présence en bibliothèque qui permet ils ont identifié des formes de soutien? Quelle est cette, comment aller plus loin, par rapport à cette corrélation, hem, entre voilà, ce sentiment de difficulté? Alors dans la présentation, je reviens encore une fois à Emmanuelle Chivry-Pébal, elle a fait, avec ses collègues une étude, pour, quantifier le lien entre la fréquentation de la bibliothèque et la réussite universitaire et donc c'était une étude très fine, où les résultats ont été, obtenus et croisés, de façon très précis, très utile avec, la fréquentation de la bibliothèque et l'intuition que la bibliothèque peut servir à renforcer et à être levier de réussite des étudiants s'avère, quantifiée et vraiment confirmée par cette étude, qui montre que la fréquentation d'au moins un jour et demi par semaine de la part des étudiants est une cause de réussite, aux examens, des étudiants. Donc voilà, en quoi est-ce qu'on peut aller plus loin pour voir dans la carrière d'un étudiant, sur la durée, comment se joue, cette fréquentation? Est-ce que c'est, des habitudes de travail? Est-ce que c'est la manière de se mettre au travail? Est-ce que, voilà, quel est l'apport de la bibliothèque? Alors c'est vrai que les disciplines comptent dans ce type d'interrogation. Nous avons mené une partie de nos études, notamment, en immersion dans une bibliothèque scientifique à Lille, qui, était le lieu privilégié pour les étudiants, en PACES, pour l'école de médecine. Et là, on a pu observer une véritable ritualisation de la mise au travail.
des étudiants où chaque matin, à telle heure, la bibliothécaire qui était de service vérifiait que, voilà, ça y est, 9h15, silence total, la mise au travail, la discipline, l'émulation de la discipline. On sait très bien que ces concours, ce que ça peut demander, mais il y a une sorte de, même si c'est un travail individuel, le fait de côtoyer dans une salle dédiée un travail spécifique. Et là, on voyait, en observant les gestes du travail, voilà, comment les cours d'anatomie sont appris par cœur, et on voyait, voilà, les mouvements de la main, les gestes, voilà, la façon de s'approprier donc les contenus en anatomie notamment. Donc, corrélation et véritable levier pour la réussite des étudiants. Il faudrait voir par discipline, il faudrait aller plus loin dans, je pense, le parcours des étudiants depuis la licence et jusqu'au au master. On a aussi noté dans nos observations, nos échanges avec les étudiants, ce qui a été mentionné ce matin par rapport au fait qu'il y a si peu de consultations de documents numériques, notamment par les étudiants en licence. Là aussi, c'est à creuser. Ce que les étudiants nous racontaient souvent, c'est qu'il y a beaucoup de ressources en ligne que les enseignants déposent, et qu'effectivement, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin, et qu'ils ont tout à leur disposition, et que c'est au moment de master où il y a les premiers projets en autonomie, où la bibliothèque semble euh, exister en tant que système d'information, puisque le besoin n'est pas là, puisque la demande ne vient pas des enseignants, puisque c'est beaucoup plus un apprentissage avec une certaine passivité. La bibliothèque, en tant que lieu de recherche, n'est pas véritablement expérimentée par les étudiants, effectivement. Donc là encore, je pense que pour l'avenir des enquêtes, il faudrait impliquer les enseignants davantage pour voir comment ils font leurs recommandations, qu'est-ce qu'une bibliographie. En fait, une bibliographie, on sait ce que c'est, mais une bibliographie est beaucoup plus qu'une liste d'ouvrages. C'est parfois voilà, une consigne dans le non-dit, et les étudiants peuvent être désemparés face à cette liste d'ouvrages. Est-ce qu'il faut tout lire? Est-ce qu'il faut lire partiellement? Est-ce que c'est un wish list? Donc, la relation entre les étudiants et ces bibliographies est quelque chose qui mériterait d'être creusé. C'est certainement quelque chose que je pense que quand il y a des échanges, alors vous savez mieux que moi, entre les bibliothécaires et les enseignants qui veulent bien participer à ces concertations sur les acquisitions. Je pense que ces bibliographies sont utilisées certainement, mais je pense que voilà, la force symbolique de la bibliographie pourrait être interrogée pour savoir comment les étudiants se débrouillent et comment ils lisent ces prescriptions indirectes et parfois un peu floues. Et il est intéressant de voir, alors on a eu la collègue de McGill, comment dans différents pays, la bibliographie est peut-être plus formalisée vis-à-vis des étudiants. Et donc, ça structure la manière de penser aux ouvrages. Et je pense notamment à la pratique en Amérique du Nord du syllabus. Qu'est-ce qu'un syllabus? C'est le cours, semaine par semaine, avec les lectures qu'il faut avoir lues pour tel ou tel cours. Et donc là, on a une autre forme d'injonction, une autre forme de prescription où les étudiants arrivent en cours et ont lu tel bouquin ou tel chapitre de tel bouquin. Et souvent, voilà, c'est ce qu'on peut constater dans la structuration des cours dans certains pays, peut-être moins en France. D'après ce que j'ai vu, c'est un petit peu moins pratiqué. D'où un petit peu ce flou et cette acculturation progressive à la bibliothèque en tant que lieu de recherche qui vient au fur et à mesure où les projets vont s'intensifier. Et donc, c'est normal. Et c'est intéressant de creuser et d'affiner, je pense, ce parcours dans le temps. Peut-être autre caractéristique qui a été identifiée ce matin, avec le fait que ce sont des jeunes, avec le fait que ce sont aussi bon, les étudiants de licence, des jeunes, beaucoup de filles. Alors, c'est quelque chose que j'ai entendu. Emmanuel Chevret-Pebal, encore, je reviens là-dessus parce que je viens d'écouter la présentation. Euh,
avec ses collègues, ils ont analysé les traces d'usage du Learning Centre La Ruche. C'est drôle parce que ça s'appelle La Ruche à Lyon et ils sont train de construire aussi un Learning Centre qui s'appellera La Ruche à Poitiers. Et les statistiques montrent aussi cette présence plus forte des filles en bibliothèque. Alors, à interroger. Je pense, on dit, là, les sociologues ont montré la bibliothèque univers de filles. euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Peut-être vous avez réfléchi à ça, et je serai preneuse de vos remarques, de vos observations, par rapport à, alors, est-ce que c'est par rapport à la population globale et les inscriptions dans telle ou telle discipline? En lettres, c'est plutôt forte dominante féminin. Est-ce que ça explique un peu cette forte présence des filles ou il y a autre chose en jeu, dans la fréquentation de la bibliothèque? Et aussi, il y avait une autre population qui a été signalée, c'est les étrangers. Et donc ça, c'est un point, je trouve intéressant. D'après ce que j'ai vu, au moins à Lille, il y a une attention qui est donnée à l'intégration des étudiants internationaux, pas mal de dispositifs, et la bibliothèque, alors je généralise peut-être à outrance, mais il me semble qu'il y a pas mal de dispositifs imaginés par les bibliothèques universitaires, désignés un peu comme le référent pour l'intégration des étudiants à l'international. Est-ce que c'est un peu une réponse à ces efforts-là? Est-ce que c'est une réponse, comme on a pu le constater dans nos travaux, ou est-ce que c'est une sorte de reproduction de ce qui se passe dans les pays d'origine où la bibliothèque est peut-être un petit peu plus intégrée dans le quotidien, dans les habitudes? Donc, je pense que c'est un point intéressant qui peut donner un levier éventuellement pour développer des dimensions d'interculturalité, pour réfléchir aux rencontres possibles et voilà, au rôle de la bibliothèque universitaire sur le campus, par rapport au mode d'intégration. Voilà, ce que ça peut être, le fait que les lieux de vie de certains étudiants en séjour court sont moins satisfaisants que voilà, le confort qu'on peut retrouver à la bibliothèque. Donc voilà, je ne synthétise pas tellement, mais je fais des remarques qui m'ont frappé en écoutant, par rapport aux critères sociodémographiques qui ont été soulignés ce matin. Sinon, on a ce qui m'a aussi frappé et j'ai pu en discuter un petit peu avec vous lors de la pause, c'est, la présence des collections physiques et la question passionnante qui a été posée en fin de matinée sur est-ce qu'il y a une injonction, puisque, il y a beaucoup moins de prêts, où il semblerait que, les fonds, ça compte moins dans l'expérience et donc c'est moins important. Est-ce qu'il y a une pression pour faire disparaître ou, faire des des procédures de désherbage où les collections physiques prendraient encore moins de place, dans l'idée de libérer les espaces pour d'autres expériences, pour, pouvoir, je ne sais pas, se reposer, échanger, créer des espaces d'échange, de repos, autres. Et j'ai entendu d'autres réagir en disant, bah non, il y a un attachement au fond. C'est ce qu'on a pu aussi observer. Il faudrait des fonds, ne serait-ce que des périodiques reliés, qu'on ne constitue vraiment pas, mais qui meublent l'espace, qui créent des ambiances sonores, qui donnent ce sérieux et qui créent voilà, un sens, voilà, non seulement de sérieux, mais d'engagement intellectuel, jusque dans la manière dont la signalétique, donc on a parlé de signalétique, l'importance de la signalétique. Donc, je pense que c'est intéressant, que les enquêtes, au-delà du discours qu'on recueille, pourquoi venez-vous à la bibliothèque? Parce que les pratiques ne sont pas forcément présentes dans les discours. Ou voilà, c'est complémentaire dans les méthodes de recueil des données. On ne veut pas forcément penser voilà, des moments où on se balade dans les fonds et on apprend quand même que ma discipline, bon, ça se dit de telle façon dans les paroles, dans les mots, dans la classification. Et il y a une affiliation, je pense, à confirmer à la discipline par le fait de côtoyer les collections associées à la matière principale. Et donc, comme on l'a constaté dans d'autres études, et je pense que ça a été dit également ce matin, on s'installe à peu près dans les fonds qui correspondent à ça souvent.
les fonds qui correspondent à sa matière et donc il y a une forme d'attachement disciplinaire ou d'affiliation disciplinaire qui s'opère par la fréquentation et par le fait d'habiter ces fonds. Donc ambiance sonore, certes, sérieux, mais aussi il y a des effets, de la fréquentation du fait de côtoyer, les fonds dans la bibliothèque et ça j'ai pu constater un petit peu dans les échanges, notamment avec les étudiants de droit, qui m'expliquaient, ben, je dois m'asseoir à côté de la version papier, même si c'est Légifrance, non, c'est Dalloz. Tout ça, c'est numérisé, mais c'est pas pareil et je dois les avoir. Je voudrais pouvoir tourner les pages et donc ça m'est indispensable de pouvoir venir et de consulter ces collections. Et ces collections semblent être consultées. C'est ce que j'ai entendu aussi ce matin. C'est-à-dire prêter, emprunter peut-être moins, mais consulter, oui. Et comment? Donc là encore, j'ouvre à des questions. Je pense que ça serait intéressant de suivre à la trace, de voir comment ces fonds sont consultés, avec quel matériel, avec quels éléments. Est-ce que c'est pour comparer des notes prises? Est-ce que c'est pour faire des exercices? Est-ce que ce sont des manuels? Et voilà, quelles sont les pratiques des étudiants qui côtoient ces fonds-là et la relation des savoirs qui implicitement s'opère dans la durée. Encore une fois, cette question de temps et de durée et voilà, qui est difficile à mesurer par des questionnaires. Voilà. Alors, l'autre question qui se pose, le rapport entre les collections physiques et les collections numériques. J'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres bibliothécaires qui s'interrogent sur la manière de rendre encore plus complémentaires c'est prendre des collections, par exemple avec les QR codes dans les rayonnages ou des espèces de renvois au numérique à partir du physique. Il y a des études qui montrent qu'on s'imprègne aussi de formes de savoir par le fait de côtoyer et de naviguer dans les fonds jusqu'au point où on crée des dispositifs d'immersion virtuelle où on met une sorte de casque et on peut s'imaginer fréquenter des fonds. Alors donc ça, il y a des études en Amérique du Nord où on essaie d'inventer des dispositifs pour fréquenter des fonds, pour remplacer la déambulation dans les fonds, parce on reconnaît le point que on reconnaît en fait l'importance de projeter le corps dans les espaces comme modalité d'apprentissage. Voilà. Et donc, j'ai été frappée par le fait que lors du Covid, notamment, il y a eu une augmentation intéressante du service questions-réponses euh, et que ça semble se maintenir dans la durée. Donc là, on sort des fonds documentaires, mais plutôt le contact avec la bibliothèque à travers ces questions-réponses à distance. Et j'aurais bien aimé en entendre plus à propos de quel type de questions, quel type d'interaction. Est-ce que ce sont des questions sur les fonds? Est-ce que ce sont d'autres types de questions? Voilà, on a pu constater dans nos échanges avec les bibliothécaires qui gardent une sorte de cahier pour voilà, euh, faire une typologie de ces questions-là, que souvent, c'est des questions de pure logistique. C'est vraiment pour maintenir le contact. Voilà. Est-ce que je peux venir aujourd'hui? Est-ce que vous acceptez que je vienne avec des ouvrages en retard? Et donc, ce type de questions venait assez souvent, tout comme à l'accueil des bibliothèques, lieu par excellence de brassage de public, de questions, d'incertitudes, d'angoisse parfois. Une fois, on a mené une étude en se tenant à l'accueil d'une BU pour voir quel type de questions passaient. Et voilà, souvent, c'était est-ce que je peux manger? Est-ce qu'il y a une clé USB pour moi? Est-ce que vous avez ça? Et donc, ce sont des questions voilà, qui ont déjà une réponse en ligne, mais il y a ce besoin de contact et d'être rassuré. Donc, je serais intéressée pour savoir quelle est la part de ce type de questions. Voilà, être rassuré, apprendre des choses, des questions sur les fonds. Voilà. Hem, Qu'est-ce que je peux en dire d'autre à propos oui, la question territoriale a été posée dans l'introduction, mais je ne sais pas s'il y avait beaucoup de réponses à apporter. Je pense que c'est une question qui reste ouverte, c'est-à-dire la place de la BU, des bibliothèques sur le campus et au-delà. Hem, heu
j'essaie de me rappeler s'il y avait des pistes vraiment, pointées ce matin. Hem C'est une question qu'on s'est posée par rapport au Learning Centre, ou au moins le modèle du Learning Centre, parce que l'idée du Learning Centre, c'est de développer non seulement un lieu pour le bien-être, un lieu pour apprendre, s'entraîner, être ensemble, etc., mais aussi un lieu qui serait le cœur du campus. L'idée, c'est le Learning Centre, c'est une sorte de démarche, plus qu'un bâtiment, plus qu'une structure, plus que l'architecture, mais c'est une démarche pour remettre, en fait, replacer la bibliothèque au centre des préoccupations du campus. Et donc, je pense que ces échelles du territoire sont à interroger, encore une fois, peut-être en essayant de capter par les étudiants eux-mêmes la manière dont ils bougent à travers le campus, en fréquentant tel ou tel restaurant. On en a discuté à midi aussi. Est-ce qu'ils passent de la bibliothèque municipale le samedi vers la BU en semaine? Quels sont les moments de la semaine et du semestre et de l'année où ils vont fréquenter tel ou tel espace, et pour quelles raisons? Voilà. Et j'ai été très frappée, par les commentaires des collègues de Bordeaux sur le fait que dans le questionnaire, cet espace de parole pour les étudiants est prévu, et qu'il y a une très grande richesse, paraît-il, on ne connaît pas encore les résultats, mais il y a une grande richesse, dans la prise de parole des étudiants sur leur expérience, et je pense que c'est vraiment important de pouvoir aller plus loin dans le qualitatif pour recueillir des expériences, les sentiments de, voilà, parfois d'incertitude, de mise en confiance, de perte de confiance, et quels sont les leviers qu'ils cherchent par eux-mêmes, à côté de leurs pairs en bibliothèque et dans d'autres lieux sur le campus. Et vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, qu'il y a beaucoup de projets pour intégrer les étudiants dans les projets de réaménagement des espaces. Je pense que c'est assez fréquent, de différentes manières de mettre en place des concertations, des consultations. Parfois, c'est pour rebaptiser, ou demander aux étudiants de rebaptiser des espaces ou de concevoir le mobilier, pour aussi penser à de nouvelles façons de mieux répondre à leurs objectifs. Et ces expériences sont toujours intéressantes, et j'aurais le souhait de voir un lieu pour capitaliser ces expériences qui sont parfois très ponctuelles au sein d'une équipe ou une mission de stagiaire. Ou, je pense que ça serait intéressant de croiser les regards sur ces expérimentations, sur les requalifications des espaces et la manière dont les étudiants sont amenés à réfléchir sur leur propre lieu, bibliothèque, et voilà leur identité d'étudiant. Voilà, voilà ce que j'avais à peu près à dire, et je serais ravie d'échanger plus avec vous sur ces questions-là. Merci beaucoup, Suzanne. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle ou par chat pour clôturer la journée? Pas par chat dans la salle. Bon, je pense que on a voilà, ouvert de nombreuses pistes et on ne vient que voilà, défricher quelques questions, mais il y en a encore plus qui se posent. La relation enseignant-étudiant Oui. est effectivement quelque chose qui nous préoccupe beaucoup et ce serait vraiment intéressant de creuser cette piste-là à l'avenir, effectivement. Oui, vas-y, Cécile. Valorise pas le lieu bibliothèque comme on peut le faire en Amérique du Nord ou dans certains pays d'Europe du Nord. Et qu'est-ce est-ce que c'est juste une pratique, une habitude de pratique, ou qu'est-ce qui fait que qu'on ait vraiment beaucoup de mal à faire le plaidoyer des bibliothèques universitaires auprès de nos enseignants qui sont assez peu prescriptifs et qui ne considèrent pas le lieu bibliothèque comme favorisant la réussite étudiante. Enfin, moi, je vais dans mon établissement, on est vraiment invisible dans le discours des enseignants. Dans les enseignants.
Oui, j'ai du mal j'ai du mal à l'expliquer. Alors, hem, c'est vrai que j'avais pris l'habitude de fréquenter les bibliothèques en Amérique du Nord avec des plages d'ouverture, voilà, 24 heures sur 24. Notre bibliothèque était toujours là et il y a des salles de cours dans les bibliothèques. Donc là, c'est un peu anecdotique, je ne sais pas si c'est absolument partout, mais on avait l'habitude d'avoir cours dans les bibliothèques et voilà, pas forcément à partir des fonds, mais la bibliothèque était aussi un lieu, pour voilà, où on retrouvait nos enseignants. Et peut-être ça fait partie de une culture où la bibliothèque, c'est un lieu naturel. Aussi les partenariats, alors j'en ai vu en France, des partenariats, mais souvent c'est des enseignants, assez exceptionnellement qui vont, entrer en contact avec la bibliothèque et être là, un moteur d'innovation avec des cours, voilà, sur la culture informationnelle, de leur discipline, que ce soit histoire ou autre, à partir, voilà, de fonds. Hem, donc ces expérimentations, je ne sais pas s'il y a une tendance si vous en avez vu vous-même, je serais intéressée, par vos propres retours d'expérience, mais j'ai pu voir de temps en temps des enseignants, dans différents types de bibliothèques en France, mettre en place voilà, des projets avec leurs étudiants où la bibliothèque était soit le lieu d'accueil, soit vraiment véritablement le support, de tel ou tel cours et je pense que c'est extrêmement enrichissant. Voilà. Oui, justement, pour compléter, j'avais une idée. Ce que j'ai pu observer, parce que j'étais enseignante dans une première vie, c'est que les enseignants qui étaient les plus prescripteurs étaient ceux qui étaient innovants pédagogiquement et notamment un peu des adeptes de la pédagogie inversée. Et en fait, si on envoie les étudiants s'informer, se documenter, préparer le cours, enfin, dans la logique de pédagogie inversée, évidemment, la bibliothèque a une place en en avant-poste. C'est ça, donc peut-être il faut regarder du côté de quel soutien est donné aux enseignants pour être innovants. Voilà, on arrive avec nos connaissances disciplinaires et on n'est pas forcément, voilà, le côté enseignement et pédagogie n'est pas au centre des préoccupations. Mais des nouveaux enseignants qui arrivent peut-être dans d'autres universités ont voilà, des dispositifs dédiés pour réfléchir à la pédagogie et peut-être plus naturellement, on arrive à créer des partenariats avec les bibliothécaires à travers donc le soutien de l'université et des projets pédagogiques plus poussés. C'est certainement un levier pour réintégrer la bibliothèque dans le quotidien de l'enseignement, peut-être, je pense, effectivement. D'autres réactions? Ah, oui. Merci. Je voulais juste te dire un tout petit mot, parce que vous êtes interrogé sur la nature des questions posées dans le cadre des services de questions-réponses en ligne. Alors, j'ai pas beaucoup d'antériorité parce qu'à Bordeaux, on a ouvert ce type de service à la rentrée 2022. Par contre, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ça va au-delà des exemples que vous évoquiez, c'est-à-dire des questions pratiques sur les horaires d'ouverture ou la prolongation de prêt. Ça, c'est depuis 2022 à Bordeaux, une petite moitié des questions. L'autre moitié des questions, c'est beaucoup de questions d'aide à la recherche documentaire, de questions aussi ponctuellement liées à des services aux chercheurs, quand on met en place un générateur de signatures et qu'on a dans la foulée 2 ou 3 questions par chat qui nous demandent comment ça fonctionne plus précisément. Et en fait, ce qu'on constate, donc d'une part, c'est la grande variété des questions, et d'autre part, le fait qu'il y a des questions qu'on n'avait plus du tout à l'accueil en présentiel physique des bibliothèques. Et en fait, les collègues, c'est très intéressant aussi pour remobiliser une forme de culture professionnelle plus large chez les collègues, parce qu'en accueil présentiel, alors on pourrait débattre, hein, là, c'est depuis notre point de vue bordelais, de bibliothèques universitaires, sachant que voilà, c'est une université pluridisciplinaire. C'est peut-être différent ailleurs, mais du point de vue bordelais, on a on avait, ce qu'on avait fait aussi avec Nathalie, un recueil ponctuel, ce que vous évoquiez, un recueil ponctuel des questions qui étaient posées à l'accueil des bibliothèques et en fait, on constatait qu'il y avait, quasiment plus de questions de nature de recherche documentaire, sauf: «Je cherche ce livre, mais je ne le trouve pas en rayon, pouvez-vous m'aider à le retrouver?» Mais sinon après, c'est vraiment des questions
d'interaction très peu parce qu'avec les automates de prêt, quand le prêt est automatisé, il y a de moins en moins de questions liées au prêt, si ce n'est pour des prolongations quand on est en retard ou des renouvellements. On avait, à certains accueils de bibliothèques, beaucoup d'interactions autour fait de la réservation de salles de travail en groupe et de prêter une clé quand c'est un accès par clé. Bon, voilà. Mais des questions très vraiment pratico-pratiques et plus du tout d'accompagnement, notamment la recherche documentaire. On le retrouve en ligne via notre service de chat, avec aussi une grande variété de questions, parce que c'est un service de chat qui est ouvert à tous, en fait. Donc, on a aussi des extérieurs qui nous posent. On répond aussi à des questions qui sont liées à l'environnement universitaire, à retrouver le calendrier universitaire quand on est en deuxième année de sociologie ou ce genre de choses. Mais en tout cas, une grande variété des questions qu'on n'avait plus à l'accueil physique des bibliothèques. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça remobilise différemment aussi les compétences des collègues. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Très intéressant, oui. Ça me fait penser à un travail que j'ai fait à l'ESSEC quand on était dans les Learning Centres et qui nous ont expliqué qu'il y avait le chat et puis il y avait le système de questions-réponses et puis le téléphone parfois. Donc, et ils ont essayé de comprendre quel outil était utilisé pour quel type de questions. Et une partie des conclusions, c'est la gêne des étudiants à venir en présence poser leurs questions. Ils préfèrent être, voilà, que ça soit médiatisé. Voilà, et donc c'est petit à petit, en fait, ça sert à recréer des liens et à donner confiance aux étudiants de, oui, peut-être venir pour prolonger la discussion sur tel ou tel sujet. Alors, je pense qu'on a fait le tour des réactions et on va pouvoir du coup Merci clôturer. beaucoup. Un grand merci. Voilà, pour cette clôture synthétique et vraiment claire et qui donne plein de pistes pour de futures journées d'études. Voilà, je vais terminer par les remerciements. Donc, un grand merci à l'équipe de logistique de l'ENSIB qui nous a bien aidés voilà, malgré les quelques petits soucis qu'on a pu rencontrer. Et un grand merci surtout aux membres de la commission pilotage et évaluation. Bon, certains sont déjà partis, mais qui ont été très, très mobilisés ces derniers mois pour préparer au mieux cette journée d'études. Et on en voit le résultat avec une densité des statistiques, des données exploitables dès à présent pour l'évaluation et le pilotage voilà, au quotidien au sein d'un SCD, des chiffres à présenter auprès des instances. Cette mobilisation, je pense, a porté ses fruits puisqu'on a énormément maintenant de données disponibles pour travailler dès demain à notre advocacy, puisque voilà, c'est vraiment un des points les plus importants et on voit à quel point il y a un fossé entre, on va dire, ce qui se passe à l'étranger où il n'y a pas forcément besoin de se légitimer voilà, dans ses actions, dans son activité au quotidien. Et nous, avec des chiffres, ça nous permet voilà, de bien faire comprendre notre utilité notre contribution à la réussite et au bien-être sur un campus. Et on a déjà pu voir certaines corrélations qui le prouvent, même s'il faut aller plus loin, et que les questions que vous vous poserez ultérieurement sont bien sûr les bienvenues pour nous donner des pistes, et en particulier la relation avec les enseignants, on a bien noté. Donc on va réfléchir à tout ça. Un grand merci aux participants également en distanciel où c'est pas forcément évident de suivre une journée d'études voilà, de manière dématérialisée. En tous les cas, voilà, vous aurez tous les éléments disponibles sur une page web dédiée. On va s'y atteler voilà, dès demain. Comme ça, on aura tout en tête, bien frais. Et voilà, on espère que tout sera disponible pour incessamment sous peu. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Bon retour voilà, dans vos régions respectives pour ceux qui viennent de loin. Et à très bientôt, donc par mail et sur la page de la commission.